C'est Christine Lagarde qui pourrait quitter plus tôt que prévu son mandat à la tête de la Banque Centrale Européenne. Mandat qui court jusqu'en juin 2027, normalement. Jean-Pierre Petit, ça fait une double annonce en France après le départ anticipé de François Villeroy de Galhau à la Banque de France. C'est une surprise pour vous ou pas? On en avait parlé un peu, il y avait eu des rumeurs quand même. Oui, on l'avait. Il y avait des rumeurs pour aller à Davos. Bon, j'avoue que je sais pas ça véritablement. En revanche, c'est vrai qu'il y a une dimension politique là-dedans. Ça, c'est évident. Le FT, en tout cas, c'est que Emmanuel Macron veut avoir son mot à dire avec Friedrich Merz. Bon, Merz, il est là après 2027. Donc c'est Macron. Une nouvelle fois, on va nommer quelqu'un à un poste extrêmement important, parce que je rappelle quand même que la BCE, c'est le seul organisme opérationnel, véritablement, de la zone euro, des 21 pays de la zone euro. Et on se pose la question de la personne, sans se poser la question de la doctrine. On se pose la question de la personne ou de la nationalité. Je trouve que l'un peut être parfois lié à l'autre sur les sensibilités. Moi, je trouve que quand on avait nommé Christine Lagarde, il n'y avait pas une vraie réflexion sur ce qu'elle pensait vraiment en matière de politique monétaire. Oui, parce qu'elle ne pensait probablement rien. Donc, en fait, on nomme les gens parce que en France, c'est ce qui reste. C'est une médiatrice, Christine Lagarde. Elle met du liant. Médiatrice. Le problème, c'est qu'il faut prendre des décisions de temps en temps, et on a besoin de temps en temps de décideurs. À la Banque Centrale Européenne. Pardon ? C'est collégial à la Banque Centrale Européenne. Ouais, mais moi, je crois à la personnalité des leaders. Mario Draghi a réussi à combattre les Allemands qui étaient présents dans le directoire et évidemment à la tête de la Deutsche Bundesbank, et il a réussi à faire des choses qui se sont révélées tout à fait pertinentes dans les années 2010, face à la crise de la dette souveraine et même au-delà. Et on ne se pose pas la question de la doctrine. Donc on nomme des gens pour les nommer parce que, et c'est ça le très mauvais côté de la politique, on les nomme pour les nommer, quoi, en quelque sorte. Et c'est-à-dire il faut recaser la classe politique. Il y a des enjeux politiques, évidemment. Évidemment, mais je veux dire, c'est pas un poste, c'est pas l'UNESCO, c'est pas l'OCDE, c'est un poste opérationnel extrêmement important. Je rappelle qu'on a le plus haut niveau de dette de l'histoire du temps de paix, qu'on a la croissance potentielle la plus faible depuis 1945, qu'on a, c'est ce que je répétais dans Je sens que tout cela appelle à une baisse des taux, mais on va y revenir, tout à l'heure. Elle a été interrogée, Christine Lagarde, à Munich, c'était dimanche à la conférence pour la sécurité, le grand raout international. Voici ce qu'elle a répondu sur son avenir, on l'écoute. Lagarde, votre mandat prend fin officiellement en octobre 2027. Je voudrais savoir si vous envisagez de vous installer à Paris, à Genève ou à Bruxelles. Autrement dit, allez-vous vous présenter à l'élection présidentielle en France? Allez-vous diriger le Forum économique mondial? Ou allez-vous devenir présidente du Conseil de l'Union européenne? Je vais d'abord vérifier où se trouvent mes petits-enfants. Ensuite, je prendrai une décision. C'est beau. Voilà, elle a le sens de la formule, Christine Lagarde, bien sûr. En même temps, elle a eu 70 ans au 1er janvier. Peut-être qu'elle en a un peu marre aussi. Est-ce que c'est véritablement une volonté d'Emmanuel Macron de pouvoir poser son sceau sur une nomination européenne absolument majeure pour la suite? Ou est-ce que, finalement, elle a toujours dit qu'elle voulait partir plus tôt que prévu? Elle voulait faire 5 ans, Christine Lagarde. Oui, je crois qu'il ne faut pas mettre en parallèle ce qui se passe à la Cour des comptes ou à la Banque de France et la nomination potentielle à la Banque Centrale Européenne. Vous voyez, autant le président français va nommer par décret le gouverneur de la Banque de France et effectivement a décidé aussi pour Amélie de Montchalin. Tant sur la Banque Centrale Européenne, il aura certes son mot à dire, mais ça va être collégial. Donc je ne pense pas que ça soit... Alors que lui adore décider et qu'il soit là-dedans, je pense que oui, ça doit lui faire plaisir, mais je pense que c'est pas lui qui va nommer quelqu'un et un de ses proches forcément à la Banque Centrale Européenne. Après, ce qu'a dit Jean-Pierre, moi je suis assez d'accord, c'est la personne, mais aujourd'hui on voit bien les candidats sont quand même affublés d'un mot d'oiseau. Vous voyez, entre le faucon et le colombe, on les a. Et Christine Lagarde, effectivement, lorsqu'elle est arrivée, on se demandait si c'était une colombe ou un faucon, souvenez-vous, et elle a dit « je suis une chouette ». C'était quand même assez intéressant. C'est pas mal, d'ailleurs. Effectivement, elle a le sens de la formule, on l'a dit, et c'était son rôle, c'était de dire attention, aujourd'hui, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai interprété, mais ça commence à être un peu vieux dans mon esprit, mais aujourd'hui on peut plus être faucon.
Oui. Et donc, effectivement... Plus d'idéologie, quoi. Oui, et puis, pragmatisme. Et donc ça, je pense que ça serait important que le prochain ne soit pas faucon. Et donc, il y a des noms... Il y a un problème sur Schnabel. Exactement. Voilà. Donc, il y a des noms... Donc, vous voyez que c'est intéressant... Les noms d'oiseaux commencent à sortir. Oui, c'est intéressant. C'est encore plus pire que ça. Oui, d'accord. Donc, c'est intéressant de regarder les noms parce qu'il y a un nom d'oiseau. Et donc, effectivement, il faut que le banquier central, aujourd'hui, soit un peu plus que Colombe, d'accord. Il faut qu'il s'intéresse à exactement tout l'environnement. Et donc, y compris l'environnement politique. Oui, et donc c'est peut-être bien, mais même si je prends pas, moi, l'information d'aujourd'hui comme argent comptant, mais ça serait bien qu'on s'y intéresse avant, savoir qui sont les potentiels et effectivement qu'on ne sort pas du chapeau une Christine Lagarde qu'on ne connaissait pas, d'accord. Alors, moi, je pense qu'on a eu quand même de la chance, même si Mario Draghi était meilleur, Christine Lagarde finalement a fait le job, d'accord. Mais qu'on soit bien au courant, qu'est-ce que l'on veut pour notre banque centrale, même si cette dernière, on doit le rappeler, doit rester indépendante. Bon, pour l'instant, la BCE a réagi au papier du Financial Times, indiquant que la présidente Lagarde était totalement concentrée sur sa mission et n'avait pas pris de décision encore sur on la n'a pas vu ses petits-enfants encore. De son terme. Guillaume Patrinal, quelle réaction ? Amusant, c'est quand même de penser que Emmanuel Macron peut virer Madame Lagarde. Enfin, c'est quand même absurde, quoi. Donc, c'est pas Emmanuel Macron qui vire Madame Lagarde. C'est un peu la lecture qu'on a eue de la démission anticipée de François Villeroy de Galhau à la tête de la Banque de France. C'est différent. Ça, c'est un peu différent. Mais là, on est dans une institution européenne, évidemment que ça va concerner énormément de gens. Oui. Et je pense pas. C'est amusant d'ailleurs dans cette fin de règne en fait d'Emmanuel Macron, comme on lui prête des pouvoirs qu'il n'a pas ou qu'il ne veut pas exercer. Mais ça fait partie un tout petit peu. Évidemment, ça fait lire les journaux, ça fait écouter la radio. Oui. Et qu'est-ce qui reste comme pouvoir aux politiques français à part nommer les copains? Il y a quand même eu beaucoup de nominations en France. Ah oui, les nominations, les nominations, les médailles. Attends, qu'est-ce qui reste? Parler pour ne rien dire. En général, voilà ce qu'il leur reste. Le pouvoir du président de la République, il tient énormément aux nominations, énormément. Ah bah oui. C'est très amusant à voir de l'intérieur. Quand on a essayé de désintoxiquer un tout petit peu ce pays à la complexité administrative. En fait, le véritable chef de l'administration, c'est pas le ministre. Le ministre, il est de passage. Le véritable chef de l'administration, c'est le président de la République. C'était votre message avec Thierry Mandon à l'époque, c'est que la simplification devait être portée au sommet de l'État. Et il peut se séparer des directeurs d'administration centrale. C'est lui qui propose les jobs les plus enviés de l'administration, qui sont les présidents d'établissements publics. Donc, vous allez diriger en fin de carrière un très grand musée, un très grand château, etc. C'est l'Institut du Monde Arabe. L'Institut du Monde Arabe. Et tout ça est entre les mains. Tout ça est entre les mains du président. Et en fait, curieusement, dans la Constitution, c'est un tout petit passage, en fait. Mais en fait, il tient le pays avec le pouvoir de nomination. nomme aux emplois civils et militaires. C'est le Conseil des ministres. En fait, comme il préside le Conseil des ministres. En fait, mais c'est vrai qu'il y a, me semble-t-il, le chiffre plus de 450 nominations, c'est extraordinaire. Effectivement, c'est ensuite, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ces nominations, décrédibilisent l'institution Et donc là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'Amélie de Montchalin. Est-ce que effectivement, la nomination d'Amélie de Montchalin, il ne faudrait pas la regarder comme est-ce que c'est une copine ou un copain de d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'elle est qualifiée pour le job? Elle est qualifiée pour le job. Est-ce que la Cour des comptes, du coup, est décrédibilisée avec cette nomination-là? C'est ça les vraies questions qu'on doit se poser. Moi, ce qu'on n'a jamais vu, c'est un premier président de la Cour des comptes qui va devoir jauger son propre travail. C'est plutôt le fait que ça soit un mandat à vie qu'il faudrait remettre en cause. Oui, c'est l'inamovibilité des magistrats. C'est l'indépendance de la juridiction financière. Mais là, c'est extraordinaire. Tout le monde est indépendant. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut bien diriger quand même. Tous les mandats devraient avoir un terme. C'est évident. On peut avoir un mandat long, mais le mandat éternel n'a pas de sens. Elle peut rester 27 ans au poste. C'est juste pas possible et c'est malsain. Que ce soit d'ailleurs pour un patron du privé ou que ce soit pour n'importe qui. C'est pas bien. Et alors ensuite, pour la Banque de France, il faut attendre. Vous voyez que Villeroy de Galhau désire partir un peu plus tôt. On va voir s'il a eu des pressions et où est-ce qu'il va retomber. Mais vous voyez, c'est aux apprentis d'Auteuil, ça on le sait. Aux apprentis, mais peut-être que ça c'est juste transitoire. Parlé, Eric, de l'Institut du Monde Arabe. Alors, ça c'est intéressant quand même. Ça c'est les vieux offices du monarchique. Où on nommait les copains de la monarchie républicaine. D'accord, mais il y a peut-être moins d'importance. La Banque de France, ça sera sans doute plus important. Et moi, j'attends le nom. Vous voyez, effectivement, si c'est Benoît Cœuré. Est-ce que vous seriez choqué de voir un Benoît Cœuré aujourd'hui président de l'autorité de la concurrence ou Emmanuel Moulin, secrétaire général de l'Élysée, nommé? Oui, exactement. Entre Moulin et Benoît Cœuré, là, par contre, on pourra rediscuter. C'est vrai. Donc Benoît Cœuré, aucun problème.
Bon, donc pas choqué par cette série de nominations. Mais non, mais attention, c'est pas dans la terminé, 5e, quoi, finalement, hein, on est d'accord. Non. Bon, personne autour de la table. Très bien. Qui pour remplacer Qui potentiellement, Jean-Pierre Petit, pour remplacer Christine Lagarde à la Banque Centrale Européenne? Il y a des noms qui sont sortis. Hein. J'exclus les Isabelle Allemands, Schnabel, je vois que donc membre du les board Pays-Bas, BCE aujourd'hui. Mon orientation générale, mais vérifier précisément, c'est plutôt les candidats plutôt d'Europe du Sud. Voilà. Oui. Donc Pablo Hernández de Cos, par exemple, ancien gouverneur de la Banque d'Espagne. Il faut vérifier aussi ces déclarations, etc. Parce que là, je n'ai pas tout suivi précisément. Il va falloir bien étudier la question. On parle de Nagel. Alors, est-ce qu'il faut lire les déclarations du président de la Bundesbank, Nagel, la semaine dernière, qui se dit favorable aux eurobonds? Le président de la Bundesbank, c'est quand même un changement de pied absolument majeur. Est-ce qu'il faut lire cette déclaration de fin de semaine dernière comme éventuellement un moyen d'amadouer les Français dans la course à la BCE? Comme président de la Bouba, on a connu déjà plus dur, c'est vrai. Mais pour moi, ça suffit pas quand même. Hein, ça ne suffit pas. Ouais. Il faut un projet. Il faut un projet. Il faut quelqu'un qui soit vraiment conscient, qui soit techniquement bon, mais politiquement bon, qui analyse bien le monde dans lequel nous sommes. C'est un monde de conflictualité, c'est ce que je disais dans l'émission précédente. Oui. Donc dans politique monétaire, il y a politique, il faut agir. Il ne faut pas se contenter, comme le fait Schnabel, de regarder comme si de rien n'était. Ah, mes petits chiffres d'inflation, ils sont à 2,1, 2,2, donc on peut donc une BCE plus politique. Mais oui, de toute façon, c'est une décision politique. Il y a politique dans politique monétaire. En fait, la politique monétaire, elle est indépendante depuis peu. Quand on a créé les premières banques centrales, alors la première banque centrale, c'est la Banque de Suède, puis la Banque d'Angleterre, puis Napoléon, premier consul, a créé la Banque de France en 1800. C'était un acte ils n'étaient pas indépendants. Ils étaient là pour racheter la dette qui avait explosé durant la Révolution française. Enfin, je la fais courte, mais enfin, en gros, c'était ça. Elles sont devenues indépendantes progressivement. D'ailleurs, la Fed n'a pas toujours été indépendante depuis sa création en 1911. Hein. Et même quand elle avait un statut formel d'indépendance, il y a eu des pressions très fortes. Oui. Durant la guerre du Vietnam, de Lyndon Johnson. Et il y en a encore aujourd'hui. Hein. Bien sûr, de Nixon dans les années 70. Et donc, faut pas croire que c'est des tours d'ivoire. Ça n'existe pas, des tours d'ivoire. Voilà. Bon. Je pense que ce qui est important, c'est que le banquier central européen déclare, comme l'a fait Mario Draghi à son époque, que l'euro existera encore demain. Il va garantir l'euro et que l'euro est à peu près la même valeur pour tous les États. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les taux d'intérêt, quelque part, soient à peu près identiques pour tous les États. Et vous voyez, aujourd'hui, moi, je ne fais pas partie de ceux qui s'inquiètent que les taux soient plus élevés en France aujourd'hui qu'à l'époque. Non, parce que moi, ce que je regarde, c'est un peu les spreads. Aujourd'hui, les écarts de taux, les écarts de taux à 10 ans entre l'italien, l'espagnol, le grec, même l'allemand, ils sont ridiculement faibles. Oui. On est à des taux identiques entre l'Italie, la France, la Grèce. En gros, globalement, la faillite de l'État, si on peut le résumer comme ça, la probabilité de faillite de l'État italien, français, grec, allemand est zéro. Oui. Et donc, on a le même taux. Et donc, ça garantit quelque part que la Banque centrale est là. Vous voyez, ce qui était inquiétant, c'était en 2012, quand on avait des taux italiens par rapport aux taux allemands ou aux taux français qui étaient de 6 à 7 points. Et ça, effectivement, il y avait la possibilité de faillite de l'État italien, de la faillite de l'État espagnol. Et s'il n'y a plus d'Italie, plus d'Espagne, il n'y a plus de zone euro. S'il n'y a plus de zone euro, vous voyez, là, on tombe dans un nouveau monde. Donc oui. Ce risque est écarté aujourd'hui. Aujourd'hui, au vu des spreads, en tout cas. Entre nous, moi je pense que le banquier central doit encore garantir que l'euro existera encore et que ce soit à peu près la même valeur pour tous les États. Eric est bien audacieux en pensant que la probabilité n'existe pas. Non, les marchés pensent que la probabilité d'une faillite, en effet, de ces pays est faible. Oui. Et la même. C'est nous. Et la même. Mais maintenant, quand on regarde juste la capacité de remboursement de la dette, quand on regarde la couverture des taux d'intérêt de cette dette par la possibilité d'aller extraire davantage de ressources fiscales, très franchement, on est dans une position inquiétante. Enfin, ça se voit pas sur les marchés, Guillaume. Pardon, mais on est redescendu à 3,3 tout simplement parce que les marchés font un autre scénario, qui est en effet le scénario qui est décrit par Eric, c'est-à-dire tout ça est un tout. Et en fait, on ne laissera jamais tomber le budget français, on ne laissera jamais tomber la France, parce que malgré ses excès, etc., la France c'est la morphine monétaire. L'Italie ou l'Espagne. Too big to fail. L'Italie, pareil. Ça, moi j'ai connu des entreprises où le spread était à 100-150 points de base, et puis la semaine d'après, elles ont déposé le bilan. Donc en fait, tout le sujet des marchés, c'est qu'ils ne préviennent pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc un lundi matin, peut-être que
on connaîtra, nous, de notre carrière, un coup de téléphone du directeur du Trésor qui appellera directement le président de la République cette fois-ci, peut-être qu'il mettra en conférence le ministre de l'économie, et il dira, Monsieur le Président, j'ai pas pu placer mes 15 milliards d'obligations d'OAT cette année, et le marché est en train de s'emballer, il y a une spéculation contre mon truc, mon spread est en train d'augmenter, qu'est-ce que je fais? Et là, qu'est-ce qu'il fera? Il appellera la BCE. Donc, et peut-être même le FMI sur un call commun. Mais alors le FMI, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de déficit de la balance courante, ça va. Mais Jean-Pierre Petit. Indépendamment de ce que tu as dit, Eric, il y a un problème au niveau agrégé. C'est-à-dire que on a les niveaux de dette les plus élevés de l'histoire du temps de paix, on est d'accord, dette publique et privée qu'il va falloir. On n'a jamais eu autant d'épargne non plus. On a la croissance potentielle la plus faible depuis 1945, très probablement. Et on a des besoins nets de financement tendanciels qui vont exploser. Augmenter. Pour des raisons démographiques, pour des raisons technologiques, on est très en retard, pour des raisons, vous le savez bien, énergétiques, pour des raisons géopolitiques, parce que je vous signale qu'on emprunte actuellement en Europe pour financer l'Ukraine, et que c'est pas fini, la reconstruction de l'Ukraine, ce sera pour nous, bien évidemment. Donc on a des challenges qu'on a rarement vus dans l'histoire. Et donc comment on va le faire avec les niveaux de taux réels? Parce que tu parlais des taux nominaux, mais ce qui compte dans le long terme, c'est les taux réels par rapport à la croissance potentielle. On n'y arrivera probablement pas. Aujourd'hui, si on maintient des taux réels à peu près au niveau de je parle du taux agrégé, des taux réels à peu près au niveau de la croissance potentielle. Il faut un taux réel plus bas. Toutes choses égales par ailleurs, pour faire du soutien monétaire. C'est pas ça qui va c'est pas uniquement la politique monétaire qui va nous sortir de tous nos problèmes et de tous nos défis, mais il faut un soutien monétaire. Surtout quand tu as des pressions déflationnistes qui commencent à manifester dans certains pays, dont la France. Mais Jean-Pierre est une chouette. Mais c'est exactement cela que voulait dire. Et il est même chouette, Jean-Pierre. C'est quelqu'un de chic et de chouette. Ouais, voilà. Plus. Mais oui, mais c'est ça la chouette. C'est-à-dire qu'il faut effectivement ne pas regarder que l'inflation, voire il faut regarder tous les enjeux de demain et comment, dans le policy mix, la Banque centrale peut participer à régler l'intégralité de ces problèmes qui sont à venir. Et donc c'est en cela où il ne faut pas être faucon. Il ne faut même pas être colombe, il faut maintenant être une chouette, mais attention, ne pas déborder, d'accord? Et souvenez-vous, on avait traité Christine Lagarde de Christine Lagaffe au bout d'un moment, parce qu'effectivement, elle est allée un peu plus loin en disant c'est moi qui vais régler le problème du réchauffement climatique, c'est moi qui vais régler. Et donc là, il ne faut pas qu'elle sorte, il faut qu'elle mette dans les conditions optimales pour que les États s'en emparent. C'est aux États, de façon démocratique, de dire comment je règle le problème de la transition écologique. On aura une baisse des taux, de toute façon. Enfin, et donc, il faut qu'elle soit chouette, je suis d'accord, mais il faut qu'elle soit moins technocratique, moins court-termiste et plus politique. Voilà. Si elle est ça, je suis d'accord pour chouette. Mais actuellement, compte tenu de l'ambiance générale à la BCE, il faut quand même plutôt être un peu un tantinet colombe. Non mais Jean-Pierre, on dirige vers une baisse des taux, on est d'accord, ce que dit Guillaume. Moi je pense que oui, mais Schnabel a quand même, dans son interview à Bloomberg célèbre de décembre, a dit que le risque c'était plutôt qu'on relève les taux. C'est vrai. C'est hallucinant quand on voit la situation actuelle de l'Europe. En réalité. Je veux dire, c'est de la folie de dire ça. Elle devrait être disqualifiée, d'ailleurs. Elle devrait être disqualifiée. Parce que c'est une technocrate allemande court-termiste. On a les chiffres de l'inflation, là, qui montrent quand même qu'on a des manœuvres qui arrivent, et puis une croissance potentielle très faible. Tu as l'euro qui s'est apprécié en termes effectifs par rapport au point bas de l'été 2022 de 15%. Tu as les importations chinoises en zone euro qui progressent à 2 chiffres pour une demande intérieure à 1%. Tu as une décélération, on crée quasiment plus d'emplois en zone euro. Tu as un tout petit zéro plus, quoi. Tu n'as quasiment plus rien. Décélération des salaires. Et par quel miracle l'inflation redémarrerait? La construction de Guillaume logements, la vente de logements. Tout ça, on est en déflation. Je sais qu'on en a besoin sur le marché immobilier, oui, ça effectivement. C'est très sensible pour la construction. Et là, si vous voulez relancer la construction et que les jeunes arrivent à trouver des appartements et puissent se loger, il faut des taux d'intérêt bas, bien sûr. Il faut des taux d'intérêt bas. Ensuite, vous voyez, la difficulté, c'est que, effectivement, si on regarde, on raisonne trop, me semble-t-il, au niveau de sa nationalité. Effectivement, quand je suis allemand et que j'ai un vieillissement aussi important de ma population, avoir une monnaie forte, ça peut être un peu intéressant, d'accord? Mais et de l'autre côté, quand on est français et qu'on voit... Et qu'on a une population vieillissante aussi. Oui, mais beaucoup moins, tout de même. Plus jeunes, on a quand même beaucoup... On a des taux de fécondité, même s'ils baissent nettement au-dessus de tout le monde. Je crois qu'il n'y a que la Bulgarie en Europe qui a des taux de fécondité au-dessus. Donc, certes, c'est un problème, mais à un degré moindre. Et on a moins d'inflation aussi. Vous voyez, donc, effectivement, les taux d'intérêt réels, on peut les regarder au niveau agrégé. Mais en France, effectivement,
effectivement, aujourd'hui, le policy mix, on se dit, il n'est pas très bien orienté. Oui, les conditions financières se dégradent. Oui, parce qu'on a des taux d'intérêt réels, nous, on a des taux d'intérêt trop par rapport à notre inflation. Quand je suis espagnol, c'est pas la même histoire, mais quand je suis français, en tout cas, c'est négatif. Et en plus, nous, on doit normalement faire une politique budgétaire qui est moins expansionniste, puisqu'on doit trouver 120 milliards. Et donc, on a une politique budgétaire qui, contrairement aux Allemands, va être plutôt restrictif par rapport aux Allemands, qui va être plutôt expansionniste, et on a une politique monétaire qui est un peu plus désavantagée. Donc effectivement, on n'a pas les mêmes enjeux quand on est français, et donc c'est en cela où c'est quand même compliqué, encore une fois, dans cette incomplétude de la construction européenne, où on a une monnaie, mais on n'a pas d'État, et on a 21 États sans monnaie, et ça ne peut pas trop fonctionner. Heureusement qu'on a une banque centrale aujourd'hui qui essaie de réfléchir, mais globalement, il va falloir qu'on aille un peu plus loin dans une sorte de fédéralisme, même si ce mot fait peur à tout le monde, mais en tout cas fédéralisme pragmatique, dit Mario Draghi dorénavant. Qu'on ait des projets communs et que la Banque centrale participe et que la Banque centrale soit plus flexible, qu'elle arrête avec ses règles passéistes là. Par exemple, moi j'ai travaillé dans une banque centrale pendant longtemps. Passéiste, il faut bien des règles, Jean-Pierre Petit, quand même. Non, il y a un vieux débat de la théorie économique entre rules versus discretion. Moi j'ai toujours été favorable à la flexibilité d'une manière générale. J'ai pas dit qu'il fallait pas zéro règle tout le temps, mais moi là actuellement, la règle des 2% par exemple d'inflation, moi j'ai travaillé sur cette question, je peux vous dire qu'elle ne correspond pas nécessairement à une optimalité valable en toutes circonstances selon tous les pays. Oui. Je rappelle toujours que durant les 30 Glorieuses, qui sont la plus forte période d'expansion de toute l'histoire de France, l'inflation était supérieure à 4. J'ai pas dit qu'il fallait qu'elle aille à 4 aujourd'hui, là, parce que la croissance réelle était plus forte, il y avait une reconstruction, il y avait des restructurations dans tous les sens, donc il fallait un peu de flexibilité, parce que l'inflation donne un peu de flexibilité aussi, flexibilité nominale. Et donc c'est pour ça que cette norme de 2%, l'obsession allemande de forcément passer nettement sous les deux, c'est-à-dire comportement complètement asymétrique, notamment le discours sur les prix de l'énergie. Ah oui, mais l'inflation est sous les deux, mais c'est pas à cause de l'énergie. Donc c'est pas valable. Mais par contre, quand c'est au-dessus, c'est oui, quand le pétrole est à $80, $90, on dit oui, non, là il y a un problème, regardez l'énergie. Comportement complètement asymétrique. Voilà. Donc ça, c'est un truc qu'il faut prohiber.